Donc, comme je viens de dire, aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre 9e séance. Donc, après le cours qui a été donné la dernière fois sur le billet à ordre, pour lequel nous avons dit qu'il s'agit d'un titre qui est semblable à la lettre de change. Néanmoins, il existe des différences que nous avons essayé de relever ensemble et que nous avons essayé de présenter schématiquement. Mais l'architecture globale du billet à ordre s'apparente à ce que nous avons vu pour la lettre de change. Le législateur était conscient et n'a programmé dans le code de commerce que 7 articles. 3 parmi ces 7 articles ne font que reprendre ce qui a été déjà annoncé comme règle juridique pour la lettre de change. Les autres articles présentent un certain nombre de règles juridiques spécifiques au billet à ordre. Mais je répète, l'ossature globale, les principales règles restent les mêmes, avec quelques différences près. Maintenant, le chèque. Le chèque, c'est le 3e instrument de paiement et de crédit sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et nous allons commencer par l'émission du chèque et on va aborder quelles sont les conditions de fond, les conditions de forme de l'émission du chèque. On va voir son rôle. On va aborder aussi les modalités de transmission du chèque et comment il peut circuler. Donc, quelle est la définition qu'on peut donner au chèque? Donc, lorsqu'on est sur au stade de la définition du chèque, on trouve que le chèque n'a pas une définition unique. Ni la doctrine, ni la jurisprudence, ni même les professeurs universitaires n'ont réussi à donner une seule et unique définition du chèque. Mais la définition la plus proche de la réalité reste celle que je vous ai choisie ici et qui précise que le chèque est un écrit par lequel une personne dénommée tireur donne l'ordre à une autre personne dénommée tiré de remettre sur présentation de l'écrit des fonds lui appartenant et disponibles à un tierce bénéficiaire porteur du chèque ou à elle-même. Donc, on comprend à travers cette définition que le chèque est un écrit. Généralement, c'est un papier qui est préparé, préétabli par la banque, chez qui vous déposez votre argent, et vous, en tant que tireur, là, les dénominations changent. Le tireur dans le chèque, ce n'est pas le tireur dans la lettre de change. Le tireur dans le chèque, c'est celui qui donne le titre. Pour se faire payer lui-même, lorsqu'il demande son argent auprès de la banque chez qui il a déposé son argent, ou bien il donne ce papier pour qu'une autre personne se fait payer par l'ordre qu'il a émis sur le chèque. Donc le tireur, c'est celui qui rédige le chèque. C'est celui qui est propriétaire d'un compte bancaire chez une banque et dans lequel il a mis un certain nombre de fonds, une quantité d'argent pour chaque fois qu'il en a besoin, au lieu d'apporter ces sommes d'argent avec lui, il sait qu'ils sont dans un lieu sécurisé. Il va porter que son carnet et il va donner des ordres, soit pour retirer l'argent pour lui-même, soit pour retirer l'argent pour une autre personne. Donc, cette autre personne s'appelle le bénéficiaire. La personne à qui il donne l'ordre s'appelle le tiré. Donc, le tiré, c'est la banque, c'est l'établissement bancaire, c'est l'organisme qui doit exécuter son ordre.
Donc, quelle est la doctrine? Comment il définit le chèque? Il définit le chèque comme un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l'ordre à une banque ou à un établissement assimilé, dit tiré, de payer une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur. Donc, soit on note dans le chèque le bénéficiaire, soit on laisse cette place vide. Et dans ce cas, c'est le porteur du chèque qui va bénéficier de l'argent. Seulement, cette définition ne précise pas que vous pouvez vous procurer l'argent vous-même. Vous pourrez donner à votre tiré l'ordre de vous payer vous-même. Donc la jurisprudence, quant à elle, la jurisprudence marocaine, dans un arrêt du 18 janvier 1962, définit ce titre comme un mandat de paiement qui sert au tireur à effectuer un retrait à son profit ou au profit d'un tierce de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré. Donc, il dispose d'un compte bancaire, bien sûr, chez le tiré. Parfois, c'est un compte postal, comme vous allez voir avec moi. Donc, il donne un ordre pour retirer son argent. Donc, grosso modo, les trois définitions sont d'accord que un chèque est un titre qui fait appel à trois intervenants. Le tireur, qui n'est pas le tireur de la lettre de change, le tiré, qui est la banque ici, domiciliataire, et le bénéficiaire, celui qui va bénéficier de l'argent. Parfois, le tireur est aussi bénéficiaire. Vous pouvez vous poser la question suivante. Quelle différence existe entre le chèque, la lettre de change et le billet à ordre? Donc, si la lettre de change a été créée par l'usateur pour servir au paiement différé, principalement, ça veut dire pour les paiements à échéance, avec un terme. On vous donne une lettre de change pour me donner une période afin que je puisse préparer l'argent que je vous dois. Le billet à ordre sert lui aussi à faire des paiements à crédit, à échéance. Le chèque n'a pas cette vocation. Le chèque ne peut jamais être utilisé pour effectuer des paiements à échéance. C'est un instrument de paiement à vue. Ça veut dire quoi à vue? Ça veut dire vous pouvez passer à la banque pour récupérer l'argent dès le moment de création du chèque. Une fois le chèque émis, vous pouvez récupérer de l'argent. Vous pouvez me dire, si monsieur, le chèque comporte une date, par exemple, nous sommes aujourd'hui le 5-2, s'il comporte la date du 5-3, parce que c'est une pratique courante, où des personnes désolé. Désolé pour cette interruption. Je vous ai dit que parfois, bonjour monsieur Belkacem, parfois, on émet le chèque avec une date postérieure. Ça veut dire, on peut émettre le chèque aujourd'hui, nous sommes le 5-2, et on donne le chèque au 5-3. Et on demande à cette personne de ne présenter le chèque que le 5-3. Donc, il peut passer directement à la caisse de la banque et récupérer son argent. D'accord? Donc, cette date ne vaut rien. Le chèque est utilisé pour payer sur le champ, à vue. Seulement, comme vous allez voir avec moi, pour présenter le chèque au paiement, vous avez un délai de 20 jours. L'utilisateur vous permet d'attendre 20 jours à partir du moment de l'émission
du chèque pour présenter le chèque au paiement. Sinon, il sera considéré comme une garantie, alors que la garantie est interdite par le législateur. Le chèque de garantie est une pratique illicite. Donc, malheureusement, dans la pratique, on trouve que le chèque est utilisé pour plusieurs pratiques frauduleuses, pour plusieurs manipulations, déviations. Plusieurs personnes utilisent le chèque sans qu'il y ait une provision, sans qu'il y ait de l'argent dans leur compte bancaire. Ils utilisent le chèque comme moyen de garantie. Tout le monde parle aujourd'hui des chèques de garantie que demandent les cliniques privées pour accepter des patients pour se faire soigner, alors que c'est une pratique illégale. Donc, il faut noter à cet égard que le législateur est intervenu par le biais d'un certain nombre de dispositions contenues dans le code pénal et a réprimé ces pratiques par des sanctions graves qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement, comme vous allez voir avec moi. Donc, il qualifie ce genre de pratiques comme des délits dont la sanction peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Le code de commerce aussi punit toute manipulation ou déviation de la vocation pour laquelle le chèque a été créé, de sanctions graves qui varient entre pénalités et sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc, on peut contraindre par corps la personne qui a donné un chèque à honorer son engagement. Chose qui n'est pas possible pour la lettre de change. Lorsqu'on donne une lettre de change, vous avez vu avec moi que ce que vous pouvez faire, c'est faire une saisie sur les biens de la personne. Demander au président du tribunal de lui donner un ordre. Revenir sur les autres endossataires. Donc, ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas contraindre par corps la personne. Alors, voilà pourquoi le chèque est un titre qui peut vous mener à la prison si vous ne disposez pas de l'argent. Si vous ne disposez pas de l'argent, le jour où vous êtes amené à payer, donc, on va faire un procès sur le chèque et c'est le ministère public qui peut vous poursuivre et qui peut vous incarcérer en prison. Là, c'est la spécificité du chèque. Autre différence, ou bien autre spécificité du chèque. Le chèque, c'est un instrument qui est obligatoirement payable à vue. Obligatoirement. Vous ne pouvez pas changer la vocation du législateur. Alors que pour la lettre de change et le billet à ordre, soit on peut émettre la lettre de change soit à échéance, soit à jour fixe, soit à vue, soit à un certain délai de vue. Donc, le législateur a laissé le choix aux parties. Autre spécificité du chèque, il ne peut être tiré que sur une banque. Alors que pour la lettre de change et le billet à ordre, il peut être tiré sur une personne physique, une personne morale ou bien sur une banque. Pour le chèque, il ne peut être tiré que sur une banque ou bien un établissement assimilé. Qu'est-ce qu'un établissement assimilé? C'est ce qui est précisé par l'article 11 de la loi 103/12, qui sont soit les établissements de paiement, les banques que vous connaissez, les associations de microcrédit, les banques offshore. Qu'est-ce qu'une banque offshore? Les banques offshore, ce sont des banques qu'on qualifie généralement de banques de paradis fiscaux. Donc, ce sont des banques qui sont installées en dehors du pays où vous vous trouvez et qui présentent un certain nombre d'avantages fiscaux qui permettent aux personnes de gagner beaucoup d'argent et pour s'échapper au fisc de leur pays. Donc, voilà pourquoi il existe des banques en Panama, en Suisse, etc., où vous pouvez déposer votre argent sans dépenser, sans rien payer au fisc. Donc, les compagnies financières,
la caisse de dépôt de gestion, qui est très connue au Maroc, et la caisse centrale de garantie. Là, ce sont les organismes qui ont été cités par le législateur dans l'article 11 qui peuvent jouer le rôle du tiret. Ça veut dire chez qui on peut créer un compte bancaire. Troisième spécificité, le chèque ne constitue pas un acte de commerce par sa forme. Contrairement à ce que nous avons dit pour la lettre de change qui, dans tous les cas, c'est un acte de commerce. Le billet à ordre, nous avons dit, il n'est considéré comme acte de commerce que lorsqu'il est utilisé dans le cas d'une opération de commerce. Le chèque, lui aussi, c'est un acte normalement civil s'il est tiré par une personne non commerçante. S'il est tiré par une personne commerçante, il s'agit d'un acte de commerce. Donc, la forme civile ou commerciale dépend de la nature de la dette à éteindre, tout simplement. On ne peut dire que c'est un acte de commerce que s'il sert pour le commerce. Quel est le rôle du chèque? Le chèque, c'est un instrument de paiement. Si le cours, on l'a appelé droit cambiaire ou bien instrument de paiement et de crédit, donc les instruments de paiement et de crédit, c'est la lettre de change et le billet à ordre. Pour le chèque, c'est seulement un instrument de paiement et il ne peut être un instrument de crédit. Tout simplement parce qu'on peut le présenter dès l'émission pour le paiement. Si vous avez, comme je viens de vous donner, si vous avez mis une date postérieure, cette date est considérée par le législateur comme non écrite. Vous pouvez le présenter au paiement en dépit d'une date postérieure. Donc, certaines législations imposent le paiement par chèque de certaines transactions commerciales représentant des montants importants. C'est notamment le cas du législateur marocain, qui précise dans l'article 306 du Code de commerce que, entre commerçants et pour fait de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à 10 000 dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 du Code de commerce est sanctionnée par une amende de 6% du montant de la valeur du chèque qui va être payé par le tireur et par le bénéficiaire. Ça veut dire par le créancier et par le débiteur, les deux personnes qui ont accepté d'être payées par espèce lorsque le montant de la facture dépasse 10 000 dirhams. Et là, je vais m'arrêter sur une disposition qui a été édictée par le législateur marocain par le biais de la loi de finances de 2019, où il a soi-disant ramené ce seuil de 10 000 dirhams à 5 000 dirhams. Certes, les dispositions de la loi de l'article 306 du Code de commerce ne sont pas touchées. Pour le législateur commercial, le seuil de 10 000 dirhams reste le même. Mais le législateur a trouvé une autre astuce pour amener les personnes, les commerçants, à n'utiliser l'espèce que pour les paiements des montants qui sont inférieurs à 5 000 dirhams. Comment? Tout simplement en édictant une disposition dans la loi de finances qui ne permet pas aux personnes de bénéficier des charges fiscaux, pardon, pas des charges fiscaux, ça veut dire d'introduire les charges de ces dépenses pour qu'ils soient déductibles lorsqu'ils utilisent un paiement en espèces qui dépasse 5 000 dirhams. Autrement dit, je m'explique, je ne suis pas très doué en fiscalité, mais je vous dis que le législateur a ramené ce seuil de 10 000 dirhams dans la loi de finances à 5 000 dirhams et il a dit qu'ils ne sont pas déductibles. Les dépenses réglées en espèces
qui dépasse 5000 dirhams par jour et par fournisseur, dans la limite de 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. Donc, vous ne pouvez pas les déduire des charges. Est-ce clair? Donc, vous ne pouvez pas bénéficier d'un abattement lorsque vous utilisez l'espèce pour régler des charges qui dépassent 5000 dirhams. Même si, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire tout simplement que même si l'article 306 du Code de commerce précise que on ne doit, utiliser le chèque que pour les paiements qui dépassent 10 000 dirhams, pour les autres paiements, on peut utiliser l'espèce. Pour le fisc, il dit que lorsque le montant des paiements dépasse 5 000 dirhams par jour et par fournisseur et 50 000 dirhams par mois par fournisseur, vous devez utiliser le chèque pour garder la traçabilité des paiements. Sinon, ces charges seront non déductibles de votre résultat fiscal. Est-ce clair? Donc, il s'agit d'une information importante à vous transmettre avant de passer à notre premier axe qui est l'émission du chèque. Donc, l'émission du chèque. Pour émettre un chèque, on doit respecter un certain nombre de conditions, de fond et de forme, comme ce que nous avons vu pour la lettre de change et le billet à ordre. Donc, la première des choses, c'est la capacité. Donc, la capacité de qui? Du tireur. Si la capacité des tirés réside dans l'agrément qui est donné par Banque al-Maghreb à l'organisme pour effectuer des dépôts, pour créer des comptes bancaires, pour le tireur, ce qui nous intéresse, c'est cette capacité civile qui est stipulée par le code de la famille. Si la capacité, qui est la majorité civile, est de 18 ans pour conclure des contrats, pour effectuer des paiements par chèque, le législateur ne parle que de l'émancipation. Ça veut dire quoi, émancipation? Ça veut dire c'est quelqu'un qui a dépassé l'âge de 12 ans et qui a demandé au législateur, au juge, de prononcer son émancipation parce qu'il est qualifié pour exercer le commerce et pour utiliser les paiements. Donc, chaque personne qui est capable de disposer de fonds et de ne pas pouvoir les dilapider, ça veut dire d'utiliser cet argent au bon endroit et pour son bien, il peut être déclaré par le juge comme un mineur émancipé. Donc, il peut utiliser le chèque. Le majeur incapable ne peut pas utiliser le chèque, même s'il a atteint l'âge de 18 ans. L'interdit bancaire ou bien judiciaire. Qu'est-ce qu'un interdit bancaire? Vous savez qu'un certain nombre de personnes peuvent utiliser le chèque contre la volonté du législateur. Ceux qui ont utilisé le chèque sans provision. Donc, si on constate qu'il y a un certain nombre qu'une personne a utilisé des chèques sans provision, il a donné des chèques en garantie, il peut être déclaré par le juge, il peut être sanctionné d'abord par le juge par des amendes, par un emprisonnement, il peut être interdit de disposer d'un compte bancaire. Donc, voilà pourquoi on dit que c'est un interdit bancaire, ou bien un interdit judiciaire parce que la décision a été prise par la justice. Deuxième condition, le mandat consenti par le tireur. Qui est le tireur? C'est le titulaire du compte bancaire. Il va donner mandat à qui? À la banque. Donc, il va donner un mandat à la banque pour pouvoir agir en son nom. Voilà pourquoi il doit y avoir une convention entre les deux parties, qui définit comment ce mandataire, qui est la banque, va agir au nom du tireur.
Donc, quiconque appose sa signature sur un chèque comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir est obligé lui-même en vertu du chèque. Ces dispositions concernent principalement ceux qui agissent au nom d'une personne morale. Ils ont donné un ordre au nom de la personne morale alors qu'ils n'étaient pas aptes, ils n'avaient pas le mandat pour agir au nom du tireur. Donc, si vous n'êtes pas directeur et vous avez signé le chèque de l'entreprise, c'est vous qui serez obligé de payer à la place de l'entreprise. Il engage sa responsabilité pour lorsque le banquier constate que la signature n'est pas celle de celui qui a reçu mandat de la part du tireur. Donc voilà pourquoi le banquier doit vérifier les signatures que comporte le chèque. Voilà pourquoi il dispose dans son ordinateur, dans sa base de données, d'un spécimen de signature déposé par le titulaire du compte, donc à travers lequel il doit toujours vérifier la conformité des signatures que comporte le chèque avec le spécimen qui est sur sa base de données. Donc lorsqu'il voit qu'il y a une différence, que la signature n'est pas la même, il doit refuser le paiement du titre. S'il paye le chèque malgré la présence d'une grande différence entre la signature que comporte le chèque et le spécimen, il engage sa responsabilité. C'est à lui qu'on va demander le paiement à la place du tireur. Donc, en cas de révocation de procuration notifiée à la banque, le paiement des chèques émis postérieurement constitue une négligence de la banque. Donc, c'est une disposition qui peut concerner toujours quelqu'un qui a agi, qui avait pouvoir d'agir au nom d'une société, d'une personne morale. À un moment donné, il n'a plus ce pouvoir. Exemple, Monsieur X était directeur de la société Y. Il avait le mandat, le pouvoir de signer les chèques. À un moment donné, il a été révoqué. Donc, une fois révoqué, il n'a plus le pouvoir, il n'est plus mandataire au nom de la société morale. Pardon, au nom de la société, voilà, morale. Au nom de la société, de la personne morale. Donc, tant que la banque n'a pas été encore notifiée, il peut toujours accepter les chèques signés par l'ancien directeur. Mais une fois il a reçu la notification de la part de la société comme quoi Monsieur X a été révoqué, ce n'est plus lui qui doit signer les chèques. Donc, il doit refuser tout chèque qui a été signé à partir de cette date. Est-ce clair? Sinon, la banque engage sa responsabilité. Maintenant, pour ce qui est du tiré, la banque précise que les organismes qui peuvent héberger, qui peuvent émettre des chèques, ce sont les banques et les établissements assimilés comme nous les avons présentés dans l'article 11 de la loi 103.13, le trésorier général du royaume, les receveurs des finances et les receveurs du trésor. Donc, ce sont les trois catégories de personnes qui peuvent être considérées comme des tirés. Pour ce qui est de la capacité et le pouvoir des bénéficiaires, même chose. Donc, on parle de la majorité. Si pour émettre un chèque, le législateur permet aux mineurs émancipés de le faire, pour ce qui est du bénéficiaire, le mineur émancipé ne peut encaisser un chèque que par le biais de son tuteur légal. Donc moi, si un mineur émancipé peut émettre un chèque, celui qui va se procurer l'argent doit être un majeur et non pas un mineur émancipé. Il ne peut se procurer l'argent que par le biais de son tuteur légal. Toujours pour le bénéficiaire, le majeur incapable n'a pas la capacité de recevoir un paiement par un chèque. C'est son curateur qui peut le faire.
Est-ce clair? Donc, si le législateur a donné la possibilité à des personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, le plus dur et le plus important, c'est interdire à celui qui va se procurer de l'argent. Donc voilà pourquoi il est interdit aux mineurs émancipés et aux majeurs incapables de se procurer l'argent. Est-ce clair? Donc là, c'est tout ce qui concerne les conditions de fond. Passons maintenant aux conditions de forme. Donc les conditions de forme ont été précisées par le législateur dans l'article 239 du Code de commerce, qui précise qu'un certain nombre de mentions doivent nécessairement figurer sur le chèque, sinon il sera considéré comme non valable, non valide. Donc, à côté de ces mentions obligatoires, il a ajouté qu'il y a d'autres mentions qui sont considérées comme des mentions facultatives que les parties peuvent ajouter ou bien s'abstenir de ne pas ajouter. Donc, quelles sont ces conditions de forme qui conditionnent la validité du chèque? D'abord, on a la dénomination, l'appellation, le titre qui doit être chèque. Pourquoi? Pour distinguer entre un paiement par un chèque et un paiement par lettre de change et un paiement par billet à ordre. Pour ne pas confondre, parce que si on ne met pas un chèque et on met une échéance, on va dire qu'il s'agit d'une lettre de change et non pas d'un chèque. Donc voilà pourquoi cet instrument de paiement doit rappeler dans le titre qu'il s'agit bien d'un chèque. Rédigé, il doit être rédigé dans la langue employée dans la rédaction de ce titre. Donc, généralement, au Maroc, on utilise la langue arabe et la langue française. Dernièrement, les banques ont accepté de payer des chèques qui ont été rédigés en langue amazigh. Parce qu'il s'agit d'une langue officielle marocaine, comme vous pouvez le constater sur tous les affiches, sur tous les banderoles, ainsi de suite. Donc, première mention obligatoire, la dénomination. Deuxième mention obligatoire, l'ordre ou bien le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Payer contre ce chèque la somme de. D'accord? Et vous ajoutez la somme. Le nom du tiré, ça veut dire de la banque, où est domicilié votre compte. Le lieu de paiement. Donc, rappelez-vous, si vous portez un carnet de chèque, vous allez trouver que votre compte est domicilié chez l'agence qui se trouve dans ce lieu déterminé. À défaut d'indication spéciale, ce lieu est présumé être celui désigné à côté du nom du tiré. Si plusieurs lieux y sont indiqués, le chèque est payable au premier lieu indiqué. Sinon, au lieu où le tiré a son établissement principal. Donc, il s'agit d'une solution qui est identique à celle qui a été apportée par le législateur pour l'absence d'indication du lieu pour la lettre de change. Maintenant, cinquième mention obligatoire, le lieu et la date de création. Donc, il s'agit de mentionner où a été émis le chèque, à Oujda, le 5/2/2021 par exemple. Donc, à défaut d'indication du lieu, le chèque est réputé être souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Bien sûr, c'est là où je me trouve en tant qu'émetteur du chèque, c'est là le lieu de création, n'est-ce pas? Donc, c'est une solution pour remédier au défaut ou bien absence du lieu. Mais la date, elle est importante. On ne peut pas présumer une date. Ça veut dire, s'il y a absence de date, il faut attendre que la date soit ajoutée pour qu'on puisse parler vraiment de la création de ce chèque. La date, elle est importante. Le nom et la signature du tireur est la dernière mention obligatoire. Ça veut dire, on doit ajouter le nom de celui qui a émis le chèque selon ce qui est précisé par l'article 240 du Code de commerce marocain.
Maintenant, on peut se poser la question suivante. Quelle est la sanction qu'apporte le législateur en cas d'absence d'une mention obligatoire? D'ailleurs, je vous l'ai dit. Donc, si nous avons parlé de conditions de forme, je vous ai dit, il conditionne, la validité du chèque. Le chèque sera non valable si une mention obligatoire ne figure pas sur le titre. Toutefois, il peut être considéré comme un titre ordinaire, un titre de créance ordinaire, établissant l'existence d'une créance à l'égard du débiteur si ces conditions comme titre sont remplies, selon l'article 240 du Code de commerce. Donc, il s'agit d'une solution identique à ce que nous avons vu pour la lettre de change. Maintenant, quelle est la sanction? S'il y a une absence d'une mention obligatoire, le législateur sanctionne par une amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende ne puisse être inférieure à 100 dirhams payée par le tireur. Ce n'est pas le tireur et le bénéficiaire qui seront amenés à payer l'amende. Si nous avons dit que ces 6% du montant de chèque doit être payé par le tireur et les bénéficiaires, dans quel cas? Tout à l'heure, je vous ai dit lorsque le chèque a été utilisé comme moyen de garantie, par exemple, lorsqu'il a été émis sans provision. Donc, dans ce cas, c'est le tireur qui doit payer les 6% du montant du chèque selon les dispositions de l'article 307.1 du Code de commerce. Donc, si le chèque ne comporte pas le lieu de l'émission ou bien sa date, si le chèque revêt une fausse date, il a été émis aujourd'hui et on a mis une date antérieure ou bien postérieure. Vous devez respecter la date de création du chèque. Si le tireur tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire, s'il a émis un chèque sur une personne physique, il demande à une personne physique de payer. Non, ce n'est pas possible. C'est possible pour la lettre de change, mais ce n'est pas possible pour le chèque. Est-ce clair? Donc, dans ce cas, on va appliquer l'amende de 6%, hormis les sanctions pénales qui peuvent être apportées comme sanctions supplémentaires. Donc, passons maintenant aux mentions facultatives. Toujours, nous sommes dans le cas des conditions de forme. Quelles sont les mentions facultatives qui peuvent, je dis bien, qu'on peut ajouter au chèque? Donc, c'est d'abord le nom du bénéficiaire. Le nom du bénéficiaire n'est pas exigé. On peut laisser la place du bénéficiaire vide. On va considérer le chèque comme a été émis au porteur, ou bien en blanc. C'est celui qui va passer à la banque qui doit ajouter son nom. Une fois à la banque, vous ne pouvez pas présenter le chèque sans mentionner qui a bénéficié de l'argent. Mais le chèque peut circuler sans que le nom du bénéficiaire soit transcrit. Il peut être aussi stipulé que le chèque sera payable à personne dénommée ou à son ordre. Donc, chèque nominatif, le bénéficiaire dans ce cas ne peut le transmettre que par endossement. Donc, si il est nominatif, donc vous devez l'endosser. Mais si le nom du bénéficiaire ne figure pas, vous pouvez le procurer et vers la fin, le dernier endossateur ou bien à l'avant-dernier peut émettre un nom. Supposons que c'est moi qui ai donné le chèque à Belkacem. Belkacem va donner le chèque demain à M. Mehdi. Et M. Mehdi, en fin de compte, va transcrire le nom de M. Mohamed. C'est Mohamed qui sera considéré comme bénéficiaire. C'est comme si c'est moi qui ai donné directement le chèque à Mohamed.
Belkacem et Mehdi ne vont pas figurer. Et automatiquement, ils ne seront pas appelés combierement d'être solidaires s'il y a un défaut de paiement. C'est là l'intérêt de cette disposition. Deuxième mention facultative, clause non endossable ou non à ordre. On peut ajouter au recto du chèque, dans un endroit en haut, la mention NE. Donc, si vous avez déjà utilisé le chèque, par exemple, sur Belkacem, je crois que vous avez déjà utilisé des chèques avec la mention NE. NE veut dire tout simplement non endossable. Vous ne pouvez pas l'endosser. Vous allez me dire, mais comment? C'est ma propriété. Je peux l'utiliser. Non. Moi, en tant que tireur, je vous ai interdit de l'endosser. Allez récupérer votre argent et utilisez l'argent. Mais n'essayez pas de l'endosser à une autre personne. Je vous l'interdis. Donc, cette clause non à ordre peut être utilisée dans deux objectifs. D'abord, pour la sécurité en cas de perte ou bien de vol. Une autre personne ne peut pas se faire payer à votre place. D'accord? En tant que bénéficiaire. Parce qu'il ne peut pas ajouter son nom en don et se faire payer. La preuve du paiement des dettes au moyen du relevé bancaire. Donc, lorsque je vous interdis de l'endosser, c'est parce que je veux que ça apparaisse sur votre relevé bancaire. Et ça me permet d'avoir une preuve contre vous si vous dites que je ne vous ai pas payé. Si vous dites, vous ne m'avez pas payé, je vais demander une copie de votre relevé bancaire et on va constater qu'il y a un paiement correspondant au montant de la facture des marchandises que vous m'avez envoyées. Donc, je serai l'esprit tranquille. Voilà pourquoi les commerçants préfèrent utiliser des chèques avec la mention non endossable. Maintenant, quelles sont les mentions interdites? Nous avons dit au début que le chèque est un instrument de paiement et non pas de crédit. Donc, l'échéance ne doit jamais figurer. C'est un moyen de paiement à vue. Puisque ce n'est pas un moyen de crédit, donc il est interdit de stipuler des intérêts. Chose qui est possible avec la lettre de change et par le billet à ordre. Donc, vous allez me dire, si jamais un tireur a stipulé des intérêts ou bien une échéance. Donc, le législateur dit, dans ce cas, comme je vous ai dit au début, on va fermer les yeux. On va considérer que c'est une mention qui n'existe pas. D'accord? Et elle est réputée non écrite, comme s'il n'a jamais existé. D'accord? Donc, pas d'échéance, pas d'intérêt. Passons maintenant aux formes de chèques. Quelles sont les formes de chèques? Il existe plusieurs formes de chèques. D'abord, on a le chèque barré. Qu'est-ce qu'un chèque barré? C'est un chèque où le tireur appose deux barres parallèles au recto sur l'angle supérieur gauche. C'est là où on met généralement on met deux barres avec NE, non endossable. Donc deux barres veut dire quoi? Deux barres, ça veut dire que vous ne pouvez pas se procurer l'argent. Vous devez nécessairement la déposer sur votre compte bancaire. Le tireur ou bien le porteur appose deux barres parallèles au recto du chèque, de préférence dans l'angle supérieur gauche. Il s'agit d'un moyen simple de limiter le risque d'utilisation frauduleuse en obligeant l'encaissement par l'intermédiaire d'une banque. Si vous ne déposez pas chez une banque, vous ne pouvez pas se procurer votre argent. C'est ainsi que le bénéficiaire doit, pour pouvoir l'encaisser, être titulaire d'un compte bancaire. Si je donne maintenant un chèque Mehdi avec deux barres, si vous n'avez pas un compte bancaire, vous ne pouvez pas vous procurer votre argent. Il faut demander la création d'un compte bancaire pour que ça rentre dans votre compte
Une fois sur votre compte, vous pouvez les retirer. Donc, quel est l'intérêt de cette disposition? C'est la sécurité, c'est un moyen de preuve aussi, pour que je sache que l'argent est rentré dans votre compte. Seulement, il existe deux types de chaque barré. Il y a le barrement général et le barrement spécial. Le barrement général, s'il ne porte aucune mention entre les deux barres, il ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou un établissement bancaire. Cependant, ces deux barres peuvent contenir entre les deux barres le nom d'un établissement bancaire. Dans ce cas, le chèque ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné, ou si celui-ci est le tiré qu'à son client. D'accord? Donc, je vous oblige d'aller chez cet établissement pour se faire payer. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire dans le cas de la compensation qui existe entre elles. Donc, bien sûr, il y a entre banques, ils trouvent toujours des moyens. Voilà, c'est un chèque barré. Merci, Monsieur Belkacem. Donc, Monsieur Belkacem vous montre un chèque barré. Donc, là, c'est le barrement. C'est un barrement général et non pas spécial. Si on ajoute le nom d'un établissement bancaire, ça sera un barrement spécial. D'accord? Donc, merci, Monsieur Belkacem. Nous sommes sûrs maintenant que vous disposez d'un compte bancaire plein d'argent. Donc, passons à la deuxième forme de chèque. C'est ce qu'on appelle le chèque visé. Qu'est-ce qu'un chèque visé? Un chèque visé, c'est un chèque qui contient, en plus de toutes les mentions obligatoires à la création d'un chèque, un visa du tiré. Ça veut dire un visa de la part de la banque. Que prouve ce visa? Que, effectivement, il y a de l'argent dans votre compte. Que votre compte est approvisionné. Parfois, pour que j'accepte le paiement par chèque, je vous demande que ce chèque soit visé de la part de votre banque, qui témoigne que vous avez de l'argent sur votre compte, que votre compte est alimenté. Si je l'accepte et je dépose, il se peut que je trouve l'argent comme il se peut pas, parce que ce visa ne donne pas l'autorisation à la banque de bloquer le compte bancaire, l'argent correspondant au chèque. C'était tout simplement une attestation comme quoi, le jour où le tireur a demandé à la banque s'il dispose effectivement de l'argent, il va attester que oui. Et on va constater que à ce jour, il y avait effectivement de l'argent. Donc, si vous passez à la banque directement, vous pouvez récupérer votre argent. Si vous restez, vous attendez jusqu'à après-demain, il se peut que le tireur récupère son argent et vous ne trouvez rien. Donc, le chèque visé, c'est une attestation qui prouve que l'argent était là le jour où le chèque a été émis. Ni plus, ni rien. Maintenant, si vous voulez que l'argent reste dans le compte bancaire jusqu'à ce que vous présentez le chèque au paiement en tant que bénéficiaire, il faut demander un chèque certifié. Qu'est-ce qu'un chèque certifié? C'est un chèque sur lequel il y a un engagement de la banque de bloquer les fonds correspondant à la valeur du chèque pendant un délai de 20 jours, qui est le délai de présentation du chèque. Donc pendant 20 jours, le tireur ne peut pas retirer son argent. Il vous a donné un chèque certifié, donc vous devez avoir l'esprit tranquille. Vous avez 20 jours pour présenter le chèque. Pendant ces 5 jours, vous êtes sûr que l'argent existe sur le compte bancaire où vous allez être payé. D'accord? Donc, cette certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque avec la mention certifiée. Il ne peut être refusé pour insuffisance de provision. Donc, parfois, c'est la banque qui s'engage.
même si la provision est insuffisante, c'est la banque qui doit trouver l'argent parce qu'il a certifié. C'est une certification. Le jour où je dois présenter le chèque au paiement, ne me dites pas provision insuffisante. Débrouillez-vous. Vous devez nécessairement me donner l'argent. Vous voulez nous montrer quelque chose, monsieur Belkacem? Un exemple de certification? Oui, on veut bien. C'est invisible, monsieur Belkacem, mais merci de l'avoir tenté. Donc, quatrième forme de chèque, le chèque de banque. Qu'est-ce qu'un chèque de banque? Le chèque de banque, c'est un chèque dont le tireur, c'est la banque. Il est émis par la banque elle-même. Dans ce cas, l'engagement de payer, c'est un engagement de la part de la banque. Et non pas. C'est comme si la banque va prendre l'argent des titulaires du compte, il va se procurer cet argent, il va vous donner un chèque de banque. Donc, dans ce cas, vous avez aussi la certitude d'être payé le jour où vous présentez le chèque au paiement. Qu'est-ce qu'un chèque postal maintenant? Cinquième forme de chèque. Donc, c'est un chèque qui est émis ou bien tiré sur une poste. Les postes aujourd'hui disposent de comptes. Donc, si vous avez un compte bancaire, heureusement, ces derniers temps, depuis quelques temps, la poste est devenue une banque, elle aussi. Donc, on a bancarisé les services de la poste. Donc, ce n'est plus un problème. La dernière forme de chèque, c'est un chèque spécifique, très original, qui est le chèque de casino, qui va contre une valeur islamique, mais c'est un chèque qui a été stipulé par le législateur. Donc, qu'est-ce qu'un chèque de casino? Donc, c'est un chèque qui a été, c'est une forme de chèque qui peut être rédigé par un joueur de casino, qui fait des pronostics, qui joue aux cartes, etc., dans un casino, et qui désire régler sa dette alors qu'il n'a pas son chéquier avec lui. Donc, dans ce cas, le législateur dit, s'il est bien rédigé, il est valable comme chèque. À moins que la banque a interdit à son client d'émettre un chèque en dehors des formes qu'il a émis elle-même, comme l'exemple que nous a montré M. Belkacem. Parce que aujourd'hui, ce sont les banques qui font ressortir des chèques normalisés. Donc, ils obéissent à un certain nombre de formes. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous remplissez les champs vides. Mais, elle est tolérable, elle est acceptable qu'un joueur de casino rédige pour régler sa dette, rédige un chéquier pour régler sa dette lorsqu'il joue dans un casino. Donc, c'est une manière avec laquelle on ne laisse pas à un joueur de s'échapper du paiement lorsqu'il s'est engagé dans un jeu de hasard. Donc, voilà, ce sont les 6 formes de chèque. Les conditions maintenant relatives à la provision. Donc, qu'est-ce que provision? La provision, si dans le cas de lettre de change, la provision, c'est la valeur de la marchandise correspondant à la transaction commerciale qui a lié le tireur et le tiré. La provision, dans le cadre du chèque, c'est cette somme d'argent qui est équivalente à la valeur du chèque, au montant d'argent transcrit sur le chèque. C'est l'ensemble des sommes portées sur un compte bancaire ouvert ou non des tireurs chez le tiré, et ce, à concurrence du montant au moins égal à celui du chèque. Il s'agit ici d'une créance de somme d'argent du tireur contre le tiré dont il est convenu qu'il peut disposer par chèque. Ça veut dire, c'est la somme d'argent qu'a déposé
le titulaire du compte bancaire chez une banque afin de s'en servir à n'importe quel moment où il veut. Donc, cette provision, le législateur précise qu'il doit exister, qu'il doit être disponible, qu'il doit exister au moment où vous donnez le chèque, au moment de création du chèque. Donc, le tireur doit avoir chez le tiré des fonds à sa disposition dont il a le droit de disposer par chèque conformément à une convention expresse ou tacite. Donc, voilà pourquoi, si vous n'avez pas de provision dans votre compte, vous ne devez pas émettre un chèque. Sinon, vous serez amené à être contraint, même par corps, à payer. Donc, la provision doit être exigible. Il ne doit pas être affecté d'un terme ou bien faire l'objet d'une saisie-arrêt. Qu'est-ce qu'une saisie-arrêt? C'est une procédure judiciaire à travers laquelle on peut saisir le compte bancaire de la personne. Vous savez que votre compte bancaire a été saisi par le tribunal. Donc, ne me dites pas, ah, je dispose de l'argent. Vous disposez de l'argent? Non, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il y a une saisie-arrêt. On a arrêté l'utilisation de ces fonds que vous disposez. Ne me dites pas que je savais que l'argent va rentrer. Non, il faut que l'argent soit sur le compte. Ne me dites pas, je vais vous donner un chèque. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, mais je sais que demain, une personne va me payer et j'aurai de l'argent. Non. Donc, dans ce cas, on va dire que il y a non-provision ou bien insuffisance de provision. Donc, la provision doit aussi être liquide. Aucune opération ne soit nécessaire pour faire apparaître le montant. Dépôt des valeurs mobilières ou bien de l'or en vue de leur vente. Ne me dites pas que je dispose de l'or. L'or doit être vendu pour transformer en argent. Le chèque représente une somme d'argent et non pas une valeur d'un correspondant à 1 kilo d'or ou bien 1,5 kg, etc. Non. Donc, il doit être liquide et non pas correspondre à des valeurs mobilières ou bien à des bijoux ou bien à de l'or. Cependant, une question se pose sur la préexistence de la provision. Je vous ai dit, en principe, la provision doit être disponible avant la création du chèque. Il ne suffit pas que le chèque soit approvisionné au jour de sa présentation. En fait, il s'agit d'une disposition législative qui oblige les personnes qui utilisent le chèque à ne le produire que s'ils disposent effectivement de la provision sur leur compte bancaire. Mais dans la pratique, on constate qu'il s'agit d'une exigence purement théorique. Parce que dans plusieurs cas, le bénéficiaire du titre de chèque, lorsqu'il présente le chèque au paiement, s'il ne trouve pas de provision, il appelle le débiteur et le débiteur se précipite pour déposer l'argent et voilà, le problème est réglé. Voilà pourquoi je dis ici qu'il s'agit d'une exigence purement théorique. Car si la provision est constituée au jour de la présentation du chèque au paiement, son éventuelle absence antérieure ne sera pas sanctionnée. Même si l'usateur oblige que la provision existe avant la présentation du chèque, il ne sanctionne pas si on arrive à approvisionner et que la banque paye le bénéficiaire le jour où il présente le chèque. Maintenant, la question de l'irrévocabilité de la provision. La provision est irrévocable. Il s'agit d'une exigence implicite dont la méconnaissance est sanctionnée. Ça veut dire que la provision doit subsister jusqu'au paiement. Elle est donc irrévocable.
Voilà pourquoi lorsque nous avons dit tout à l'heure, lorsque vous recevez un chèque certifié, ça veut dire que la provision existe et il doit être bloqué. Ne me dites pas que vous avez révoqué cette certification et que vous avez donné et vous avez payé une autre personne. Non, vous devez bloquer l'argent jusqu'à ce que je présente le chèque dans un délai de 20 jours qui est le délai de présentation du chèque. Donc, il sera interdit au titulaire du compte le retrait ou bien le blocage, sauf opposition permise dans des cas très limités, tels que stipulés par le législateur dans le code de commerce. Donc, ne me dites pas que vous pouvez s'opposer. Vous avez donné un chèque, ça veut dire que la provision doit exister. Ne me donnez pas un chèque aujourd'hui et faire opposition demain. Pourquoi vous avez fait opposition? On peut faire opposition lorsqu'on a perdu un chèque. Le chèque a été volé. Mais lorsque vous avez donné un chèque, vous ne pouvez pas faire opposition. Vous ne pouvez pas bloquer, sinon vous serez sanctionné. Voilà pourquoi on dit lorsque vous donnez un chèque, ça veut dire que vous ne devez pas révoquer la provision. Vous devez garder la provision. C'est comme si l'argent est sorti de votre compte. Oubliez le montant qui se trouve sur votre compte qui correspond au chèque. Est-ce clair? Donc voilà pourquoi on dit que la provision est irrévocable. Donc voilà, nous avons terminé ce premier axe qui concerne l'émission du chèque. Passons maintenant à la transmission et la circulation du chèque. Donc on dit que le chèque, comme je vous ai dit au début, il rentre dans le droit cambiaire. Donc c'est un titre qui peut circuler, qui peut être transmis, qui peut être endossé. À moins si nous avons interdit comme tireur d'endosser le chèque. S'il comporte NE, ça veut dire il est non endossable. Et même si nous avons mis NE, il peut toujours être transmis mais dans le cadre d'une créance, d'une cession de créance. Ça veut dire dans le cadre du droit civil et non pas dans le cadre du droit cambiaire. Et c'est la même solution que nous avons adoptée, si vous vous rappelez, pour la lettre de change. Donc, même si nous avons dit que le chèque est généralement transmissible, il s'agit d'une pratique, il faut connaître qu'il s'agit d'une pratique qui est peu courante. Les chèques ne sont pas créés pour circuler, mais pour se faire payer sur le champ. Rappelez-vous, c'est un titre payable à vue. Donc, ils n'ont pas une vocation de circuler. Donc, étant un titre payable à vue, sa fonction économique ne le destine pas à une aussi longue vie que la lettre de change. Le législateur voulait, à travers le chèque, d'assurer une circulation moins prolongée que la lettre de change, parce qu'il craint que la provision ne serait pas disponible si vous patientez plus avant de présenter le chèque au paiement. Parce qu'il peut perturber l'économie monétaire si plusieurs personnes se procurent des chèques et ne le présentent pas au paiement jusqu'à une date postérieure où tous les chèques vont tomber d'un seul coup pour se faire payer. Donc voilà pourquoi on dit qu'ils ne sont pas normalement destinés à être transmis. Cependant, rien n'interdit la transmission du chèque. Donc le chèque peut être transmis de trois façons, comme ce que nous avons dit pour la lettre de change et pour le billet à ordre. Ils peuvent être transmis avec un endossement translatif de propriété. Ça veut dire celui qui va détenir le titre va être propriétaire. Il peut le transmettre à son tour ou bien se faire payer. Donc ici, les conditions de capacité exigées pour les deux parties sont celles requises chez le tireur et le bénéficiaire. Donc le tireur doit être une personne émancipée. On ne dit pas qu'il doit être une personne majeure.
Donc, une personne émancipée, il ne doit pas être une personne qui est un malade mental ou bien un aliéné. Pour le bénéficiaire, il doit être un majeur. Il ne peut se procurer l'argent que par le biais de son tuteur légal, et pour l'aliéné que par son représentant légal, et pour l'aliéné que par son tuteur légal. Donc, l'endossement de procuration, c'est un endossement qui est utilisé pour donner une procuration à une autre personne pour se faire payer. Donc, il n'a pas la possibilité de l'endosser pour une autre personne. Donc, c'est tout simplement pour encaissement. C'est ce qu'on donne généralement comme mandat à notre banque pour se faire payer à notre place. Lorsque j'ai donné un chèque à M. Belkacem, il va donner son chèque à son agence. Donc, lorsque vous passez à votre compte, à votre banque, il vous demande de signer sur le dos du chèque. Pourquoi? Parce que cet endossement, c'est un endossement de procuration et non pas de transmission de propriété. Vous lui donnez procuration pour récupérer votre argent. D'accord? Seulement, l'article 262 impose que cet endossement contient la mention valeur en recouvrement ou bien pour encaissement ou bien par procuration. C'est ce qu'ajoute généralement le caissier lorsqu'il se procure un chèque. Et on a l'endossement péjoratif, ça veut dire à titre de gage. Elle est très rare, elle est même inexistante. Rares sont les personnes qui présentent le chèque comme gage. Donc, maintenant, quelles sont les conséquences? Tout chèque, y compris le chèque barré, peut faire l'objet d'un endossement translatif dès lors qu'il n'a pas été stipulé non à ordre. Même s'il est barré, il peut être endossé. Mais s'il comporte la mention NE, non à ordre ou bien non endossable, dans ce cas, il n'est transmis que dans le cadre d'une cession de créance de droit civil. Le chèque n'est pas obligatoire, pardon, il n'est pas obligatoire de dater l'endossement. Si pour la création du chèque, la date est nécessaire, c'est une condition de validité. Pour l'endossement, ce n'est pas obligatoire. Mais il doit être effectué avant l'expiration du délai de présentation ou avant le protêt. Sinon, cet endossement ne peut produire que les effets d'une cession ordinaire. D'ailleurs, l'article 263, alinéa 3 du Code de commerce, punit des peines de faux l'antidate des ordres. Donc, si vous avez antidaté l'ordre, c'est comme si vous avez utilisé un faux. Ça veut dire zawarti. Oui. Donc, c'est un faux. Le chèque remis par voie d'endossement au tiré ne peut être endossé à nouveau par ce dernier. Le chèque remis par voie d'endossement au tiré ne peut être endossé à nouveau par ce dernier. Ça veut dire la banque, lorsque vous signez dans le dos du chèque et vous donnez le chèque à la banque, il ne peut pas l'endosser à une autre personne. Parce que c'est un endossement de procuration tout simplement. Si le bénéficiaire est une personne morale, son représentant doit indiquer dans l'endossement qu'il intervient en cette qualité. C'est l'exemple que je vous ai donné d'un directeur qui agit au nom de la société. D'accord? Donc, si le bénéficiaire est une personne morale, son représentant, le directeur, dans la plupart des cas, doit indiquer dans l'endossement qu'il intervient en cette qualité. Ça veut dire c'est le directeur qui a endossé le chèque. Est-ce clair? Donc, c'est tout ce qui concerne les modalités de transmission. Quels sont les effets maintenant de la transmission? Commençons par les effets de la transmission à titre de propriété. Ce sont
pratiquement les mêmes effets que nous avons vus pour la lettre de change, et c'est ce qui distingue le droit cambiaire du droit civil. Donc, on parle de l'inopposabilité des exceptions. Rappelez-vous que nous avons détaillé ce principe lorsque nous avons présenté la lettre de change. L'article 261 du Code de commerce précise que les personnes actionnées en vertu du chèque, le tiret et tous les endosseurs successifs ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur le rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Donc, s'il n'y a pas une entente entre le bénéficiaire et le tireur pour s'échapper des créanciers, donc on ne peut refuser le paiement du chèque, ni par les endosseurs, ni par le tiré. Chaque personne qui a apposé sa signature sur le chèque et doit normalement, ne peut opposer le paiement pour une exception en dehors du rapport fondamental qui les lie. Donc, c'est une question que nous avons développée aussi, comme je viens de dire, pour la lettre de change, l'inopposabilité des exceptions. À moins s'il y a une manœuvre frauduleuse de la part du tireur et du débit et du bénéficiaire. Deuxième effet, la responsabilité solidaire des endosseurs. Donc ici, chaque endosseur, ça veut dire chaque personne qui a apposé sa signature sur le titre, s'engage solidairement avec les autres. S'engage solidairement avec les autres signataires à garantir le paiement. Il s'agit d'une solidarité dont nous avons développé les contours avec la lettre de change. Une fois que vous avez signé, vous restez, si le dernier titulaire, le dernier porteur légitime du chèque ne trouve pas la provision nécessaire, vous allez tous rester solidaires pour payer le titulaire du chèque. Donc, l'endosseur transmet la propriété de la provision en même temps que le chèque et il est garant du paiement de ce chèque vis-à-vis de la personne à qui il l'a transmis. Là, c'est une application pure et simple de la spécificité, de ces principes qui ont été développés que nous avons développés, dans le cadre de la lettre de change. Donc, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Le bénéficiaire de l'endossement peut obtenir le paiement en dépit des événements qui entre-temps affecteraient la personnalité du tireur ou la créance de celui-ci à l'égard du tiré. Ça veut dire, si quelqu'un a émis un chèque aujourd'hui et moi, en tant que bénéficiaire, je ne suis pas passé à la banque pour récupérer mon argent et la personne a trouvé la mort dans 2 jours ou bien 3 jours, cela n'affecte en rien la validité de l'opération. Vous ne pouvez pas, en tant qu'héritier, m'interdire le paiement parce que le défunt a trouvé la mort. Non. Ou bien par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, vous pouvez toujours récupérer votre argent. Donc, si la provision est constituée par une ouverture de crédit, la révocation de celle-ci par le banquier après l'émission est sans conséquence pour le bénéficiaire. Est-ce clair? Ça veut dire, si moi, j'ai demandé un crédit de la part de ma banque et il m'a octroyé ce crédit. Le crédit, mon compte maintenant est approvisionné. J'ai consulté mon compte, j'ai trouvé que j'ai 200 000 dirhams.
alors j'ai émis un chèque de 100 000 dirhams. Vous ne pouvez pas, en tant que banque, m'interdire l'émission de ce chèque et me dire, non, cet argent, je vous les ai donnés dans le cadre d'un crédit. Donc, vous ne pouvez pas revenir en tant que banque sur votre décision et m'interdire d'utiliser cet argent. Ça fait accorder, accorder. Vous m'avez accordé le crédit, donc vous ne pouvez pas revenir sur votre décision et m'interdire l'émission d'un chèque parce qu'il y a insuffisance de crédit. Pardon, de provision. Est-ce clair? Parfait. Donc voilà pourquoi on dit que lorsqu'il y a un endossement d'un chèque, pardon, à ce niveau, une question importante se pose. L'endosseur d'un chèque peut-il valablement stipuler une convention de non-garantie? Ça veut dire, est-ce qu'il peut, par exemple, ajouter une mention facultative sur le chèque, comme quoi il donne le chèque, mais sans garantie. Comme c'est le cas pour la lettre de change. Nous avons dit que pour la lettre de change, parmi les mentions facultatives, on peut émettre sur la lettre de change sans garantie ou bien à forfait. Vous vous rappelez de ces deux mentions? À forfait ou bien sans garantie. Ça veut dire, je ne vous garantis pas que vous serez payé. D'accord? Est-ce qu'il est possible aussi d'utiliser cette mention facultative pour le chèque? C'est la question. Donc la réponse à cette question est présentée par l'usateur dans l'article 257.2 du Code de commerce qui dispose qu'il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. Donc il est possible. Dans quel cas? Lorsqu'il ajoute la mention non endossable. Si je vous ai dit, si je vous ai interdit d'endosser mon chèque, donc si vous le faites, c'est à vos risques, à vos responsabilités. Moi, je ne serai pas tenu envers l'autre personne. عطيتك le chèque اللي كنت منعتك باش تعطيه لواحد باش اندوسي لواحد اخر. Donc là, اندوسيتيه تحمل انت المسؤوليه. Donc je ne suis pas responsable si vous endossez le chèque et l'autre personne, puisque c'est moi qui vous a interdit l'endossement. Donc cette clause législative montre que lorsque l'endosseur stipule une clause non à ordre, il n'interdit pas la circulation du chèque par endossement, mais s'exonère simplement de la garantie qui pourrait peser sur lui à la suite des endossements régulièrement effectués. Est-ce clair? Une autre question peut se poser. Est-ce que la remise du chèque par le débiteur à son créancier vaut paiement? Est-ce que lorsque je donne le chèque, ça veut dire j'ai payé? Est-ce que j'ai payé? Non. Rappelez-vous ce que nous avons dit lors des premières séances. Donc, lorsque je donne un chèque, je ne suis pas libéré. Ce n'est pas un titre libératoire. Il faut attendre que la personne récupère son argent, retire son argent. Mais lorsque je paye en espèces, là, il est libératoire. Donc, l'article 305 du Code de commerce répond par la négative. Et il dit que la remise d'un chèque en paiement accepté par un créancier n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que le dit chèque soit payé. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas un titre libératoire. D'accord? Donc, lorsque je donne un chèque, je ne suis pas encore libéré. Je n'ai pas encore payé. Il faut attendre que le bénéficiaire récupère son argent. Donc, cette solution est fondée par la remise d'un chèque ne comporte pas des traits caractéristiques du paiement. Tant que le chèque n'est pas encaissé, le bénéficiaire n'obtient pas satisfaction par la remise de la chose qui lui est due. Donc, une fois que je vais récupérer mon argent, je vais vous donner la chose correspondante. Parce que si je vous donne la chose, je peux ne pas trouver mon argent. Il se peut que votre compte ne sera pas approvisionné. N'est-ce pas? Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur la transmission par
la transmission à titre de propriété. Maintenant, quels sont les effets de la transmission de procuration? L'endossataire n'est qu'un mandataire chargé de recouvrement. Voilà pourquoi on va appliquer les dispositions du code des obligations des contrats qui concernent le mandat et qui précise que le mandat peut être toujours applicable, ou bien les termes et les obligations qui découlent du mandat peuvent toujours être applicables tant qu'il n'y a pas d'essai ou bien incapacité du mandant. Si le mandant décède, trouve la mort, ou bien devient incapable, c'est comme si on a révoqué ce mandat. C'est ce que précise le législateur dans les daïrs des obligations et des contrats. Donc, on ne sera plus fondé à utiliser son mandat. Notamment, c'est le cas, par exemple, lorsque nous avons transmis un chèque de procuration à une personne pour se faire payer à notre place. À un moment donné, nous sommes morts. Donc, il n'y a plus de mandat. Donc, le mandat est révoqué. Ou bien, nous sommes devenus incapables. D'accord? Le banquier doit, avant d'accepter le mandat de recouvrement, vérifier la régularité apparente du chèque. C'est une obligation que nous avons développée au début. Nous avons dit que parmi les grandes obligations qui pèsent sur le banquier, c'est la vérification de la régularité de la signature, mais aussi la régularité du titre dans sa globalité. Il doit vérifier est-ce que le titre comporte toutes les mentions obligatoires. Est-ce qu'il comporte la date, le montant, le lieu de création, la date de création, le bénéficiaire, ce n'est pas important. Donc, l'ordre de payer, ainsi de suite. Donc, si il ne vérifie pas, ne procède pas à cette vérification, il engage sa responsabilité. Le banquier aussi engage sa responsabilité en cas d'erreur dans la présentation du chèque au paiement. Par exemple, absence totale de présentation ou bien présentation tardive. Je vous ai donné le chèque aujourd'hui pour le présenter au paiement parce que la provision existait effectivement à cette date. Mais le banquier a laissé écouler plusieurs jours, de telle façon que mon débiteur a retiré son argent. Donc, qui est responsable dans ce cas? C'est le banquier. Une fois que je vous ai donné le chèque, il faut le présenter directement au paiement. D'accord? Sinon, vous engagez votre responsabilité. C'est le cas aussi lorsque je donne procuration à une personne physique. Mais généralement, c'est avec la banque. C'est pour la banque que je donne procuration pour se faire payer à ma place. Le banquier doit aviser son client dans un délai raisonnable en cas de non-paiement du chèque et préserver ses recours cambiaires. Donc, si vous avez présenté le chèque au paiement dans cette chambre de compensation et la banque du débiteur vous a dit qu'il y a une insuffisance ou bien une absence de provision, vous devez prendre le téléphone et m'aviser sur le champ. Alors, M. Belkacem, le chèque que vous avez déposé chez nous ne comporte pas de provision. Nous avons contacté la banque du débiteur et ils nous ont confirmé qu'il n'y a pas d'argent sur son compte. Donc, veuillez procéder au proté pour sauvegarder vos recours cambiaires. Est-ce clair? Donc, voilà, ce sont les effets qui découlent de la transmission du chèque par procuration. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui concernant le chèque. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer de présenter, si je me rappelle bien, le paiement du chèque et la protection législative du chèque. Donc, ça sera notre dernière séance et je crois que je vais la faire au cours de la semaine vers mardi ou bien mercredi, si vous voulez bien.
Et par la suite, vendredi, on va terminer par un cas pratique. Donc, qui va pas me prendre beaucoup de temps. Donc, voilà, je crois que j'ai terminé la présentation du cours d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis à votre disposition. Monsieur, Oui, monsieur Mkhlouf. j'ai une question, monsieur, pour la كان شي على فوقاش باش عندك شي ايديا على فوقاش لا دات ديال ليكزامان باش نخدموا شويه باش نعرفوا فوقاش باش نعرفوا L'examen, ça sera le 1er mars, Inch'Allah. ان شاء الله. ميرسي مسيو. Le 1er mars, normalement, on a programmé les examens pour le 1er mars, entre le 1er et le 11 mars. Ça sera Oujda. Merci, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions? Je vous ai dit que les arrêts de cours sont programmés pour la semaine prochaine, le 15. Le 15 mars, il n'y aura plus de cours pour tous les professeurs. Donc il ne reste qu'une semaine. Donc, si vous n'avez pas des questions, je vous remercie de votre attention, de votre patience. On se donne rendez-vous, je crois, mercredi, comme je vous ai dit. Je ne sais pas si, Monsieur Belkacem, vous êtes disponible les matinées? Non? Donc, si je programme la séance l'après-midi, c'est pour que vous soyez présents. Je vous rassure que j'aime bien travailler les matinées, mais je l'ai fait pour vous. Donc, on se donne rendez-vous. Donc, de toute façon, je vais voir mon calendrier pour programmer soit mardi après-midi, soit mercredi après-midi, la dernière séance. Donc, je vous remercie infiniment. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions par écrit si vous n'arrivez pas, s'il ne vous vient pas maintenant. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me les transmettre par écrit. À très bientôt.